Le coup tordu du vélo, du cyclisme, le coup tordu, le fameux podcast des passionnés pour les passionnés. On se retrouve tous ensemble pour le 244e épisode du coup tordu. Je vous retrouve en solo pour un épisode très très court. On va faire l'analyse et peut-être les pronostics de la deuxième étape de l'UAE Tour 2025. Pourquoi ? Parce que j'ai analysé la course mais je n'ai pas encore regardé les cotations et je vais les découvrir en même temps que j'enregistre le podcast. Et voilà, je vais vous faire un petit peu partager ma pensée, et ma prise de décision. Vraiment, je vous assure que je n'ai absolument pas regardé les cotations et je vais les découvrir en live dans cet épisode du coup tordu. Alors je suis en solo pour cet épisode, j'ai pas eu le temps de prévenir la type, j'ai pas eu le temps de prévenir Phoenix, vraiment je vous le dis, épisode très très court, on essaiera de faire mieux pour l'étape 3, pour la fameuse étape du Djebel Jaïs qui sera l'étape reine de cette UAE Tour 2025. Rapidement, alors j'ai pas vu la classique reine aujourd'hui remportée par Michal Kwiatkowski, va falloir que je trouve un replay de la course et j'ai bien évidemment comme vous à l'écoute du podcast, à l'écoute du coup tordu, j'ai bien regardé cette première étape de l'UAE Tour. Et je dois dire qu'avec Thibaut, sur l'analyse, je pense qu'on a été plutôt correct. Alors déjà, Manuele Tarozzi dans l'échappée matinale. Alors tous les joueurs de Side Limit avaient quand même le doigt sur l'énorme probabilité d'avoir Manuele Tarozzi en échappée matinale. D'ailleurs, je pense que pas le prochain épisode du coup tordu consacré à Side Limit, mais celui d'après, je vous ferai un épisode consacré aux électrons libres. Et là, je vais m'adresser à tous ceux qui ne sont pas encore sur Side Limit, celles et ceux qui ne sont pas encore sur Side Limit et qui sont plutôt dans le betting, qui voient pas trop l'intérêt de venir sur Side Limit. Moi, je vais juste vous donner un truc sur ces électrons libres. L'électron libre, c'est le mec qui part en échappée. Finalement, un électron libre sur Side Limit, c'est quoi ? C'est finalement faire un pari sur le mec qui va prendre l'échappée matinale. Et je suis sûr que ça vous est tous arrivé. Vous avez le mec qui prend l'échappée matinale. Vous l'avez joué, vous l'avez dans votre petite liste de coureurs sur un tour d'une semaine, sur un grand tour. La cote, elle est monumentale, 50, 100, 200, 300. Et le mec se fait reprendre à 2 km de l'arrivée et vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Là, sur Side Limit, s'il prend l'échappée matinale, c'est bon. Vous marquez un maximum de points. Et très souvent, quand vous avez le coureur qui prend l'échappée matinale, ça vous donne des récompenses. Je vous donne un exemple. Un manager de Side Limit qui s'appelle Benko, le célèbre Benko. Il remporte la Ligue 2 sur Side Limit de la dernière épreuve parce que il avait Ibon Ruiz en électron libre. Et Ibon Ruiz sur la classique Sandran a marqué le maximum de points puisque non seulement il prend l'échappée matinale, mais en plus il finit 3e de l'étape. Donc Benko, qui était totalement aux fraises sur cette multi-race, uniquement avec l'électron libre, il a réussi à remonter, à retourner la situation avec en plus un coureur qu'il n'a pas dû acheter très très cher parce que Ruiz sur le marché primaire, c'est pas le mec le plus cher de la terre, c'est plutôt un coureur à bon prix. Donc les électrons libres, vraiment, c'est sur Side Limit l'outil qui vous permet de vous faire des galeries vraiment à moindre coût et qui vous permet d'aller taper les grosses baleines, les gros managers qui ont sorti des centaines d'euros pour se faire des grosses galeries. Mais avec une petite galerie, en étant malin, il y a quand même moyen de remporter des lots et de remporter de l'argent sur Side Limit. Et donc Benko prend les $25 de la Ligue 2. Donc on reviendra très bientôt sur ces électrons libres dans un prochain épisode sur Side Limit. Et puis donc retour sur l'étape numéro 1. Alors Pogačar a quand même tenté sa chance. Alors évidemment, nous avez donné le match-up entre Molano et Phil Bauhaus. Vous l'avez vu, Molano s'est cassé la gueule à quelques kilomètres de l'arrivée. Ça fait partie des impondérables dans le betting. C'est quelque chose que vous verrez et que vous reverrez ad vitam aeternam, particulièrement dans le cyclisme. Si on refuse ça, faut pas jouer. Moi je l'accepte, j'ai absolument aucun problème avec ça. Et la victoire de Jonathan Milan. Alors ça, avec Thibaut, on était unanime, donc ça nous fait dans le bilan, ça nous fait une journée positive. Milan qui est monstrueux. Alors après, peut-être qu'on voyait le truc un peu plus pour les sprinters et qu'on voyait peut-être des Finn Fisher Black, des Lennart Van Delvet. On les voyait peut-être un petit peu plus loin dans le classement. On voyait peut-être plus des Tim Merlier, on va dire, un petit peu plus haut, mais c'est vrai que le parcours, l'arrivée était sympa et on a eu un vrai beau duel entre, on va dire, pure puncher et sprinter puncher. Très très belle arrivée, qu'on reverra, je l'espère, dans le futur sur le Tour des UAE. Donc après cette analyse, on va dire correct de la première étape, on va passer à la deuxième étape. Alors c'est un contre-la-montre dans l'épisode précédent, Thibaut vous en a parlé, c'est un contre-la-montre qu'on avait déjà vu en 2021 sur une île, une île du côté des Émirats Arabes Unis, la fameuse île de Al-Udayriyat
Island. Voilà, pardonnez-moi de la prononciation si c'est pas hyper précis. Donc voilà, on est sur une île artificielle, on fait une boucle et pour rappel, en 2021, donc c'est un chrono assez court, ça fait 12 bornes. En 2021, le contre-la-montre avait été remporté par Pippo Ganna, qui avait mis une véritable tôle à tout le monde. On avait Stefan Bissegger qui était à la deuxième place, on avait Michael Berg qui était troisième et on avait déjà à l'époque un certain Tadej Pogačar qui avait terminé quatrième à 24 secondes. Je vous le dis, 24 secondes sur ce type de parcours, sur un parcours de 12 km, c'est un véritable gouffre. Hein. C'est un monde d'écart. C'est 2 secondes par kilomètre. Donc on va le dire, au niveau du profil, c'est plutôt un chrono pour grosse machine. Alors est-ce que Pogačar peut le gagner ? Moi j'ai un petit peu de mal. Je vous le dis, j'ai un petit peu de mal, pas parce qu'il a tapé dans la tête dans le sprint aujourd'hui et qu'il s'est peut-être vu un petit peu trop beau. Simplement que Poggi, quand il perf en contre-la-montre, bon, très souvent, c'est sur les grands tours ou sur des parcours un petit peu vallonnés. Et Poggi, sa force, et c'est l'énorme force de tous les immenses coureurs de grands tours qu'on a connus dans l'histoire du cyclisme. Leur force, c'est tout simplement de beaucoup mieux récupérer que les autres. Un mec qui va, au bout des 3 semaines, qui va au bout d'un grand tour, c'est avant tout une machine de récupération. Pogačar, d'ailleurs, il s'est essayé une fois ou deux, je crois, sur les championnats du monde et sur les championnats d'Europe. Alors c'est vrai que c'était pas exactement le même Poggi parce qu'il progresse chaque année de manière intersidérale, mais à chaque fois il a été dominé, il a même été largement dominé. Donc est-ce que sur ce parcours il peut faire match face aux grosses machines ? Moi ce qui me gêne un petit peu c'est la distance. Alors on se rappelle également que sur le dernier Giro, Pogačar avait été dans un match contre Pippo Ganna sur un contre-la-montre. Sur toute la partie plate il avait été dominé par Filippo Ganna, mais beaucoup moins que ce qu'on imaginait et il y avait une montée, il y avait un petit radar de 2 km pour le final et Pogačar avait réussi à remonter pour terminer de mémoire à seulement 13 secondes de Filippo Ganna. Seulement, on avait un contre-la-montre. Alors non, il n'y avait pas de montée dans le... Il y avait pas alors j'ai un petit peu halluciné. Il y avait pas d'ascension finale, mais il avait fini sur 31 bornes, 31 km, chrono plat. C'était quand même un petit peu ballonné. Voilà, c'était un petit... Je sais pas pourquoi, je voyais une côte à l'arrivée. Là, je viens de ressortir le Pro Cycling Stat. Pogačar est fini à 30 secondes. Voilà, si Enzo était là, il m'insulterait, il me traiterait de tous les noms. Pogačar avait terminé sur un chrono, on va dire, assez roulant de 30 bornes. Il avait terminé à seulement 29 secondes de Filippo Ganna. On n'imaginait pas Tadej Pogačar aussi proche de Pippo Ganna. Maintenant, on était sur un chrono qui était plutôt long. Je pense que c'est un format sur chrono plat qui avantage plutôt Tadej Pogačar. Je le vois mieux sur des exercices longs que sur des exercices courts. Donc pour moi, c'est pas le favori de ce contre-la-montre. Alors après, on va aller du côté des Ineos. Bien évidemment, j'ai pas encore ouvert les cotations. D'ailleurs, j'en profite et je le dis de manière très solennelle. Et vous le savez, et c'est pas un message de prévention basique que je fais, jouer avec excès comporte des risques. Je ne veux pas avoir de joueurs compulsifs à l'écoute du coup tordu. Je veux avoir des mecs raisonnables, qui font du management bankroll, qui jouent des petites portions de leur bankroll, qui jouent en total contrôle. Voilà, les addictions, je vous remettrai dans le lien de l'épisode, je le mets de temps en temps, le numéro de joueur info service. Donc je fais pas des messages légaux pour faire des messages légaux, c'est pas mon truc, je le fais parce que pour moi, le jeu, ça peut aussi bien se passer quand on s'y prend bien. Et quand on fait de la merde, ça se passe très très mal. Quand on se ment à soi-même, quand on joue pas en management bankroll, quand on envoie des parpaings, pour moi, déjà, je sais pas, ne serait-ce qu'une mise à 100 ou 150 euros, c'est l'équivalent d'une bankroll de 30 000 euros. Donc quelqu'un qui a une bankroll de 30 000 euros, c'est quelqu'un qui gagne, peut-être même en jouant safe, je sais pas, 10, 15 000 euros par mois. Donc pour moi déjà, c'est des énormes parpaings. Donc voilà, donc c'est des choses que j'aime pas forcément trop voir dans le podcast. Quand je vois des trucs des fois sur les réseaux sociaux, des types qui gagnent 1400, 1500, 1600 euros par mois et qui balancent 600, 700 balles par mois dans les paris sportifs. Moi, à chaque fois, ça me fait bondir. Alors qu'il y a tellement mieux à faire en fait. Il y a tellement mieux à faire. Et avant de connaître le sport, la clé, la base, c'est avant tout d'avoir une bonne gestion. Donc je reviens sur mes favoris de l'étape. Donc voilà, sur le profil que je vous ai donné, effectivement ça colle totalement avec Joshua Tarling. Le problème de Joshua Tarling, moi ce qui me fait un petit peu peur, c'est du côté des Ineos. Quelle a été la préparation ? On sait qu'au niveau du staff,
on va dire, tout a été revu pendant l'hiver. On arrive avec une nouvelle cellule. Alors, je doute pas de la compétence des gens qui sont du côté de chez Ineos, mais on sait qu'on avait aussi une très très bonne cellule au niveau du contre-la-montre. Et on a un ou deux entraîneurs. Enzo, on en avait parlé dans les podcasts sur le mercato, des entraîneurs qui étaient spécifiques au contre-la-montre, qui sont partis à la Bora. Donc ça, c'est un problème. Après, bien évidemment, Tarling comme Pipo Ganna connaissent leur métier, même si Tarling est jeune. Donc voilà, ils vont pas devenir nuls comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, au niveau de la préparation contre la montre, est-ce qu'ils ont pu s'améliorer? Est-ce qu'ils ont pu optimiser pendant l'hiver? Tarling, je l'avais trouvé un poil décevant en fin de saison. Est-ce qu'on va avoir un Tarling qui va revenir à son âge? On progresse, on passe des caps. Est-ce que chez Ineos on lui a donné les outils pour justement passer le cap de son âge et après quelques semaines, quelques jours de vacances et repartir sur un cycle de préparation? C'est là où les coureurs progressent de manière monumentale ou pas. Je vous avoue que je sais pas et je suis pas sûr à 100%. Quel Joshua Tarling va-t-on avoir sur cette étape numéro 2? À vrai dire, je vais vous dire la vérité, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Celui que j'aime énormément sur ce contre-la-montre, et je vais voir, j'ai pas encore ouvert les cotations, c'est Jevine qui, pour moi, est un vrai bon rouleur. Faut se rappeler que sur le dernier, déjà, il y a des victoires en contre-la-montre. L'année dernière, chrono de 10-11 bornes, déjà sur cette UAE Tour, c'était pas le même parcours. Il termine deuxième à seulement 2 secondes de Michael Berg. Il remporte un chrono de 18 bornes après sa blessure sur le Tour de Burgos, un truc un poil plus vallonné, mais c'était quand même un chrono pour rouleur. Et puis surtout, rappelez-vous, au dernier championnat du monde, donc parcours beaucoup plus long, mais parcours plat pour spécialistes. Jevine, avant d'aller se foutre par terre, avant de nous faire une Jevine, il allait faire top 3. Et je vous rappelle je vous l'avais donné top 3 d'ailleurs à l'époque. Et il se fout par terre, il finit 7ème. Heureusement, on avait couvert avec le top 10, mais à la différence de Tadej Pogačar, alors Pogačar s'est pas testé depuis longtemps sur un championnat du monde du chrono, mais à la différence de Poggi qu'on n'a jamais vu en position de faire un classement sur un championnat du monde ou d'Europe de contre-la-montre, à l'inverse, on a déjà vu Jevine être en position de faire quelque chose. Alors après, évidemment, si Pogačar tente le contre-la-montre sur les prochains championnats du monde, évidemment, il fera peut-être quelque chose. Depuis la dernière fois où il s'est testé, depuis, il a progressé, il a avancé. Mais voilà, donc moi j'aime bien Jevine. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu mon tour. Et voilà, il y en a un autre que j'aime beaucoup également, il va falloir regarder les cotes. C'est Jonathan Milan, sur un parcours relativement court. Faut se rappeler de sa 3e place, c'était sur Tirreno Adriatico l'année dernière, parcours de 10 bornes pour pur spécialiste. Il a un maillot à défendre. Je crois qu'en plus Enzo nous avait dit qu'en jeune, Jonathan Milan, c'était un mec qui était très très fort également en contre-la-montre. C'est quelqu'un qui vient de la piste. On sait que sur les chronos courts, les pistards sont plutôt pas mauvais. On a un circuit un petit peu qui tourne. Alors bon, on dirait que c'est une immense piste, mais je pense aussi que Jonathan Milan devrait être pas mal sur ce contre-la-montre. Après, voilà, au niveau de la météo, alors on va pas partir dans l'ordre inverse du classement général, c'est vraiment spécifique autour des UAE, mais j'ai été checker la météo, tout le monde sera à peu près dans les mêmes conditions de départ et d'arrivée. Enfin, celui qui m'intéresse aussi, qui pourrait peut-être, pourquoi pas créer une surprise, Finn Fisher Black, je vous en parlais, il est champion du chrono de Nouvelle-Zélande. Bon, ça c'est pas non plus une énorme surprise. Je pense qu'il a dû progresser. Tour de Burgos, il était battu par Jevine l'année dernière. Il était à la 4e place. Il y avait 16 secondes de retard. Encore une fois, je compte sur le pôle chrono de la Bora pour faire progresser les coureurs. Et je pense aussi que c'est un domaine dans lequel Finn Fisher Black a pu progresser sur le Tour de France, sur le Tour de Suisse. Il avait terminé à la 5e place sur le chrono de Vaduz qui était vraiment très très court. Donc c'est pas un manche, c'est pas un mauvais en chrono. C'est un coureur que je m'attends à voir franchir un cap. Maintenant, je vais me diriger du côté des cotations. Je vais aller sur le Bookref. Alors ça se trouve, voilà, je vous tiens en haleine sur ce podcast depuis quelques minutes, mais ça se trouve, je ne vais absolument rien prendre. C'est aussi une possibilité. Alors, les cotations, on a Joshua Tarling qui est favori à 1,44. Je n'irai pas. Voilà, je ne mettrai pas 1 euro là-dessus. On a Pogačar, 2e favori à 6. On a Jevine à 9 en 3e position. C'est plutôt bien coté. Et on a Jonathan Milan à 12. Ce qui veut dire que potentiellement, on peut avoir des top 3 assez intéressants.
Je pense qu'on peut avoir du top 3 intéressant. Alors, là, je vais plus aller sur le Bookref. Je vais plutôt aller sur les sites en France. Je vois que ça se jette sur Tadej Pogačar. Pogačar peut le gagner, évidemment. Hein. C'est un immense champion. Il est capable de tout. Je pense qu'il le gagnera pas. Maintenant, je peux me tromper. Hein. Voilà, dans le coup tordu, on n'a pas la science infuse. On est là pour partager, pour échanger. On n'a jamais eu la prétention de tout savoir, de tout lire, de tout voir. Voilà, des fois, on a tort. Vous nous envoyez des messages et vous avez raison. J'ai absolument aucun souci là-dessus. Maintenant, je me dis que voilà, Jevine et Milan aux alentours de 9 et 12 sur le Bookref. Alors, peut-être que jouer les deux en top 3, ça peut peut-être être un petit peu compliqué. Maintenant, le top 3 de Jevine, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vous avoue que le choix mathématique, ma prise de décision n'est pas encore faite. Je vais plutôt aller voir du côté des match-up. Il y a peut-être un match-up qui est un peu plus sympa à prendre. Alors voilà, si j'avais pu le combiner, mais je peux pas le combiner, mais par exemple combiner Finn Fisher Black devant Aaron Gate et Jevine devant Ivan Romeo, même si Romeo, je crois qu'il a aussi des capacités en contre-la-montre, je pense que c'est pas mal. On n'a pas parlé de Paul Sexas, hein. Paul Sexas aussi, ça peut complètement aller claquer un top 10 sur ce contre-la-montre. Très très bon rouleur, Paul Sexas. On n'a pas parlé non plus de Gislar, hein, qui avait gagné un prologue l'année dernière, c'était sur le Tour de Romandie, il me semble. Le parcours était très très court, lui aussi c'est un coureur qui peut créer une surprise. Écoutez, je regarde les match-up, je les trouve quand même extrêmement bien vissés. Il y a peut-être Milan devant Pogačar qui me ferait, mais bon, jamais j'irai mettre un bet contre Tadej Pogačar. Donc voilà, donc Jevine à 9. Mais alors maintenant, le truc, c'est que on n'a pas encore les top 3. Ah si, on a des top 3. Alors, il y a le book en B qui a sorti un top 3 de Jevine à 2,25 qui me plaît pas beaucoup. Voilà, j'aurais préféré voir du Jevine en top 3 à 2,50, 2,75. Ça me plaît pas, voilà, je vous avoue que ça me plaît pas. Pareil, le top 3 de Milan à 2,75, je trouve ça un petit peu léger. Fisher Black à 3,75, mais je le vois pas non plus derrière, je le vois pas non plus battre Tarling, Vine, et faudrait qu'il tape aussi Milan ou Pogačar. Donc extrêmement compliqué. Non, finalement, ce chrono est assez bien coté par les books. Je vois pas d'énorme value en fait. Donc voilà, si je vois un Jevine qui se balade en top 3 aux alentours de 2,75, j'irai. Voilà, j'irai, je vous le dis, j'irai. Exactement la même mise qu'aujourd'hui, un 0,1775. Donc je vous informerai, je pense, dans le cours de la matinée. S'il n'y a pas de Jevine aux alentours de 2,75 au top 3, ça sera tout simplement voilà, un no-bet sur cette étape, parce que voilà, pour moi, il y aura tout simplement pas de value. C'est assez bien coté par les books. Alors attendez, si j'ai quand même un petit, je vois des trucs, la podium. Ah non, ça c'est les podiums du classement général. Bon. Eh ben écoutez, pas plus que ça pour ce coup tordu, mais c'est vrai que j'aime bien, voilà. Préparer le podcast, le faire en même temps que je le prépare, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je le redis, Jevine à 2,75, voilà, 2,75, un top 3 si je trouve une cote à 2,75. Dès que je la trouve, voilà, je vous informerai sur le compte Twitter, sur le compte X du coup tordu, 0,1775 de Bankroll. Si je ne trouve pas cette cote à 2,75, on peut la trouver, hein, je pense. Hein, je vois Jevine qui est coté à 10 sur certains books, donc pourquoi pas. Si je n'ai pas cette cote à 2,75, ça sera tout simplement un fold sur cette deuxième étape de l'UAE Tour, et on se retrouvera pour le 245e épisode et la grande montée du Jebel Al-Feth. Merci à tous pour ce coup tordu. Je vous rappelle que j'hésitais aussi, je me disais jouer Tarling perdant, mais encore une fois je sais pas quel Tarling on va avoir ce mardi 18 février. Je vous rappelle que vous retrouvez les previews d'Enzo sur son site The Big Gear. Allez voir les previews de Thibaut également sur Vélo Futé, hein, Thibaut qui fait un travail de dingue aussi sur Vélo Futé. Donc allez voir tout ça, puis le coup tordu s'il y a quoi que ce soit. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, on est sur TikTok également.
Et puis voilà, je l'ai jamais réclamé, mais si de temps en temps, voilà, vous avez Spotify. Tiens, un big up également à ceux qui nous écoutent sur YouTube. Hein. Le coup tordu également désormais sur YouTube, ça commence à réagir. Bon, on n'a pas mis grand chose sur YouTube. Hein. On met des épisodes, il y a une petite animation, il y a pas nos tronches, il y a rien du tout. Mais je vois qu'il y a, voilà, vous êtes quelques dizaines à écouter le podcast sur YouTube, à mettre des commentaires, à mettre des likes. Donc ça fait super plaisir. Merci à vous pour vos réactions. Et puis si jamais vous avez Apple Podcast ou Spotify et que vous avez moyen de mettre des petites 5 étoiles, des petits commentaires, notamment sur Apple Podcast. Il n'y a pas beaucoup de... Sur Spotify, ça réagit beaucoup. Sur Apple Podcast, un petit peu moins. Donc, n'hésitez pas. Voilà, ça servira toujours à la cause du coup tordu. Et vous le savez, le coup tordu, c'est tous ensemble. Allez, ciao les amis. Passez tous une bonne nuit pour les premiers qui écoutent le podcast et une belle journée pour ceux qui se lèvent et qui vont bosser. Je sais que vous êtes nombreux dans ce cas à l'écoute du podcast. Allez, ciao les amis.